On peut commencer le séminaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous voilà pour une séance bien excitante. On va commencer, Juan et moi, avec la présentation de quelques événements, quelques parutions récentes. Alors, première chose, je présente un livre que j'ai reçu hier d'une chère collègue et copine, Laurence Gaïda. Je suis très heureuse que ce livre est paru. C'est un livre sur l'art du diagramme, sciences, littérature, art. C'est un livre vraiment important, un livre qui va devenir un livre de référence sur, à mon avis, sur les diagrammes. Il porte effectivement sur l'invention intellectuelle dans les sciences, en littérature et dans les arts plastiques. Laurence Gaïda, dans ses livres, se questionne sur cet outil commun à toutes les activités créatrices qu'est le diagramme. Elle aborde les systèmes de signes chevalerie, les écritures tableaux chez Michaud, l'arbre des connaissances et d'autres schématisations des catégories et de la pensée en recourant à Peirce, à Deleuze et à beaucoup d'autres théoriciens du diagramme, dont Gilles Châtelet. Je l'ai fait circuler. Il y aura un deuxième volume parce que Laurence a écrit autour de 700-800 pages et on lui a proposé aux presses universitaires de Vincennes de faire deux volumes. Donc, il y aura bientôt un autre volume autour de 400 pages. Celui-ci fait 500 pages. Et si évidemment quelqu'un veut les recenser, pourra me le dire et je m'occuperai de les mettre en relation avec l'éditeur. Deuxième annonce, ça concerne la mise en ligne du livre de Pierluigi Basso Fossali, publié en 2017, vers une écologie sémiotique de la culture, perception, gestion, réappropriation du sens. Nouvelle vie à ce livre qui est maintenant disponible en ligne. Alors, ce livre, beaucoup d'entre nous l'ont déjà lu, mais peut-être quelqu'un ne l'a pas encore visionné. Je ferai circuler rapidement les liens auxquels on pourra les télécharger et la couverture, même si elle est mal imprimée. Alors, ce livre vise à proposer une modélisation écologique et différentielle des dynamiques culturelles via les analyses d'œuvres d'art, des médias, via l'analyse du fonctionnement de notre perception et beaucoup d'autres. Je fais aussi circuler ça et je passe la parole à Juan qui a peut-être lui aussi des annonces. Oui, bonjour. En fait, on a fait circuler l'information, mais on a deux séminaires, ateliers et séminaires cette semaine encore. Demain, il y aura lieu la troisième séance de l'atelier de lecture de textes et des concepts fondamentaux en sémiotique. Et demain, ça sera autour de la pensée de Julie Lodman. Et nous aurons le plaisir d'écouter et discuter sur Lodman. Encore Massimo Leone, qui est aussi avec nous. Et demain, il sera à Paris 5, à l'Université Paris-Cité, de 5h à 7h de l'après-midi, pour parler de Julie Lodman. Et puis vendredi, aura lieu la deuxième séance du web séminaire organisé par l'Association française de sémiotique sur les relations entre sémiotique et sciences de l'information et de la communication, où on discutera avec Fanny George de l'Université Paris 3, avec Flore Di Sciullo de l'Université Paris 2 et Matteo Treleani de l'Université Côte d'Azur. Voilà. Et ça aura lieu à distance. Vous avez dû recevoir aussi un email et aussi en présence à l'Université Paris-Cité de 14h à 16h. Voilà. Je crois que c'est tout. Parfait. Alors, lançons-nous dans le vif du séminaire. Alors, je vais
vous présenter longuement, parce que ça me plaît de présenter de manière exhaustive Massimo Leone, qui a fait tant de choses. Alors, Massimo Leone est professeur ordinaire à l'Université de Turin en philosophie de la communication et il est aussi professeur à temps partiel de sémiotique à l'Université de Shanghai au département de langue et littérature chinoise. Il est devenu aussi récemment directeur du Centre pour les études religieuses à la Fondation Bruno Kessler et il est professeur adjoint à l'Université catholique André Bello à Caracas. Il est aussi principal investigator d'un important ERC, Consolidator Grant, intitulé Facets, Face Aesthetics in Contemporary E-Technology Society, qui a débuté en 2019 et se terminera en 2024. Mais lui, il a déjà obtenu un Proof of Concept grant qui poursuit son ERC. Le premier ERC sur l'analyse de la représentation du visage, dans notre époque, lui a permis de recruter une assez grande équipe de chercheurs postdoctoraux prometteurs, très prometteurs, qui travaillent avec lui sur la relation entre visage, réseaux sociaux et intelligence artificielle. Le Proof of Concept grant obtenu en 2022 lui permettra de porter l'attention sur les exclus de cette culture numérique et cette culture des réseaux sociaux, à savoir les personnes âgées. Il est spécialiste de renommée mondiale en sémiotique visuelle, sémiotique de la culture et études religieuses. Ses travaux sur l'image, la conversion religieuse et le visage sont régulièrement traduits en plusieurs langues, dont le chinois. Et lui-même, il écrit dans au moins 4 langues, l'italien, l'anglais, l'espagnol et le français. Il a écrit 12 livres, hein, je vais en rappeler seulement quelques-uns. Religious Conversion and Identity, The Semiotic Analysis of Text, Routledge 2004. Science and Science, a Semiotic Reading of Conversion in Early Modern Catholicism, De Gruyter 2010. Annunciazioni, percorsi di semiotica della religione, Arachne 2014. Spiritualità digitale, il senso religioso nell'era della smaterializzazione, 2014, et plus récemment, entre autres, en 2020, Colpire nel segno la semiotica dell'irragionevole, Roma, Arachne. Il a été professeur invité ou visiting scholar dans plusieurs universités à travers le monde. Je ne vais pas les citer, toutes les villes où il a passé pour travailler, Berkeley, Melbourne, Toronto, Berlin, Kyoto, Varsovie, etc., mais aussi Liège, parce qu'il a été prof invité de novembre à février de cette année académique. Et ce séjour a été l'occasion d'organiser ensemble plusieurs activités, dont un colloque avec notre collègue Claudio Paoli sur le visage et la computation. Il est éditeur en chef de l'importante revue italienne Lexia, des collections de livres I Saggi di Lexia, co-directeur de la prestigieuse revue Semiotica et le directeur d'une collection de livres qui vient de lancer chez Routledge sur la culture du visage, Face Studies. Massimo, je te laisse la parole pour ton intervention. Merci beaucoup d'être là. Ah, merci beaucoup. Ah oui. Multiplication de... Non, je vous remercie beaucoup à toi, chère Mara Julia et Juan Alonso pour cette opportunité qui m'honore de retourner au séminaire sémiotique les plus importants au monde, il faut le dire. Hein. C'est celui qui a la plus longue tradition et qui est au cœur de la sémiotique depuis toujours. Donc, je ne suis pas digne d'y participer, surtout parce que, ingérant tellement des projets, je n'ai pas tellement des recherches à raconter. C'est plutôt mes chercheurs, mes chercheuses qui devraient être invités. Mais j'essaierai quand même de contribuer à ma façon à ce séminaire, au sujet si passionnant. Et donc, d'abord, on va essayer de partager mon écran. Et là, c'est la chose la plus difficile. On peut partager
Je sais. Ah, je crois que ça marche. Parfait. Et donc, comme au fil des années, je me suis fait une réputation de sémiticien un peu nomadique, et je vais commencer par une promenade. Hein. Alors, dans ma déambulation incessante à travers les rues et les ruelles du monde, j'ouvre quotidiennement ma porte d'entrée sur un monde nouveau et inconnu. En partie dans le but de m'approprier cet espace ignoré et de le faire mien de manière personnelle, avec un goût encyclopédique, qui, comme nous le verrons, est au cœur du discours métatopologique de ma conférence d'aujourd'hui, je commence à étudier pas à pas, tour à tour, le labyrinthe toponymique qui entoure mon logement. C'est peut-être pour cette raison que je n'aime pas New York, avec son réseau de rues et d'avenues qui n'ont pour nom qu'un simple numéro. C'est affreux. J'aime plutôt connaître mes voisins toponymiques et une ancienne superstition méditerranéenne me fait croire qu'il y ait une signification particulière dans le fait que j'habite juste là, parmi ces noms. Récemment, justement, à l'occasion d'un séjour à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, je me suis installé avec mon épouse dans un bel appartement du 10e arrondissement, plus précisément rue Bichat. Pour les Parisiens, et non pas seulement pour eux, ce bout de quartier est désormais tragiquement lié au massacre terroriste du 13 novembre, dont les victimes tombèrent également à l'intersection de la rue Alibert au Carillon et de la rue Bichat au Petit Cambodge. Pourtant, ce quartier est considéré depuis des siècles, surtout par les Parisiens, comme un lieu non pas de mort, mais de guérison. Niché à quelques pas du canal Saint-Martin, à la hauteur du coude surplombé par la passerelle Bichat, s'étend le pentagone irrégulier de l'hôpital Saint-Louis, cœur médical du 10e arrondissement de Paris. Les noms des rues qui délimitent son périmètre racontent l'histoire de la médecine entre le 18e et le 19e siècle. L'on notera en particulier les toponymes de la rue Bichat du nom de Marie-François-Xavier Bichat, à qui Auguste Comte dédia le 13e et dernier mois du calendrier positiviste. Un anatomopathologiste infatigable, au point d'être surpris à retirer des cadavres du cimetière Saint-Roch régurgitant les corps des victimes de la Révolution, Bichat s'engagea dans un débat passionné et nuancé sur la force vitale, ce qui l'amena à collecter des membranes et à cataloguer des tissus. Considéré comme le père de l'histologie moderne, on lui attribue l'aphorisme « La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort ». L'anatomie moderne a ses racines au XVIe siècle, mais à la fin du XVIIIe siècle, elle atteignit un nouveau palier d'expertise dans l'examen et l'ordonnancement des propriétés physiologiques et pathologiques, en partie grâce à la grande multitude de cadavres anonymes laissés par la Révolution et ses suites, et en partie en vertu d'une nouvelle sensibilité scientifique qui confiait
la possibilité d'une connaissance profonde, sinon exhaustive, précisément à l'articulation raisonnée de l'appareillement chaotique et informe. La rue Bichat croise la rue Alibert, dédiée à un autre catalogueur maniaque du premier quart du XIXe siècle, Jean-Louis-Marie Alibert, à qui l'on doit, du moins en France, la fondation de la dermatologie moderne. Le modèle épistémologique et représentationnel dominant de l'époque était naturaliste et en particulier botanique. Connaître entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle revint de plus en plus à inventorier, cataloguer, articuler et si possible structuré par des dispositifs d'ordonnancement conceptuel et représentationnel tels que l'arbre botanique. Alibert, par exemple, l'appliqua aux maladies dermatologiques avec le résultat ingénieux que ce qui semblait les plus défier tout réglage fin, les taches sur la peau, les imperfections de l'épiderme, l'échappée monstrueuse de l'enveloppe corporelle de la régularité, a fini par être catalogué, faire l'objet d'une taxinomie domestiquée dans son apparente exubérance tératologique. Dans ces mêmes années, le philosophe Pierre Larmiguière, condisciple d'Alibert au collège de Villefranche, d'une part exaltait l'attention comme la plus haute qualité de l'âme, car elle est capable de comparer ce qui est apparemment différent pour y trouver ce qui est commun et vice-versa, tandis que d'autre part, il écrivait et enseignait contre la physiologie physicaliste, cherchant à sauvegarder une place pour l'âme de la psychologie. Alibert fut l'élève de Bichat et destiné à exercer la médecine dans le même hospice du Nord, qui deviendra plus tard l'hôpital Saint-Louis. Il y trouva des patients atteints de maladies chroniques ou contagieuses, admis là parce que, à l'époque, le bâtiment se situait loin du centre, dans la proche banlieue parisienne. Il faut encore souligner quel pouvait être l'effet d'une concentration dans un même lieu d'un si grand nombre de malades de la peau. La ville, avec son développement métropolitain, avec les effets de la vie moderne sur l'épiderme, avec l'organisation de la santé publique autour de quelques grands pôles de traitement citadins, permettait à un esprit alerte et soucieux de classification comme celui d'Alibert de s'appliquer au catalogue des maladies dermatologiques et produisant un ordre analogue à celui que Bichat avait trouvé parmi les tissus. On ne soulignera jamais assez que la création de cet ordre avait aussi une nécessité rhétorique, celle des grandes conférences médicales qui attiraient les foules dans les théâtres anatomiques de l'époque, mais aussi celle des images qui avaient pour mission de recréer un schéma ou un graphique, l'ordre visuel perturbé par le vieillissement des tissus ou par les maladies de l'épiderme. Voici donc un plexus historico-conceptuel dans lequel le catalogage du vivant, la schématisation graphique de l'ordre et les sentiments de contrôle sur la nature capricieuse qu'il véhicule sont liés par une chaîne de fils fins et tortueux, mais de plus en plus visibles à la fin du XVIIIe siècle. L'arbre des maladies dermatologiques schématisé par Alibert était en fait basé sur celui des fièvres conçu par Francesco Torti, précurseur de ce type de classification et de visualisation.
Dans le passage de ceux-ci à Bichat et de Bichat à Libère, des éléments de plus en plus intrinsèques de la nature humaine sont ordonnés visuellement, des fièvres avec leurs symptômes insaisissables, aux tissus qui composent le corps, jusqu'aux maladies, seulement en apparence exubérantes, qui attaquent la peau. Voilà un arbre généalogique des maladies de peau, dessiné par Alibert. Dans ces entreprises, la dissection des cadavres, l'observation des patients, le catalogage comparatif des particularités des uns et des autres, des tissus de Bichat et des tâches dermatologiques d'Alibert vont de pair avec la production d'images, celle des diagrammes qui résument dans un schéma botanique l'articulation de la physiologie ou de la pathologie. L'arbre est en effet une référence à la fois logico-philosophique et naturaliste du catalogage par arborescence, justement, mais aussi celle des images qui, apparemment plus libres, ont en réalité pour tâche de fixer dans un genre et un style particulier la multiplicité du visible nosologique, contribuant ainsi à son ordonnancement. Célèbre à cet égard est la collaboration d'Alibert avec les peintres palermitains Salvatore Tresca, qui pendant les années révolutionnaires débarqua à Paris et prêta son talent pour dessiner et peindre les visages d'un autre réarrangement, celui des mois du calendrier républicain. Ces années-là, la réalité telle qu'on la connaissait et la catégorisait était en train de se défaire et de se refaire selon de nouvelles lignes, et même les mois de l'année se voyaient attribuer une nouvelle disposition, des nouveaux noms et des nouvelles personnifications. Les images de visages féminins dessinées par Tresca donnent corps à cette récatégorisation, mais elles le font aussi dans le cas du catalogage des maladies dermatologiques que les peintres palermitains représentent dans le même style léger que les calendriers consacrés par Alibert, du traité consacré par Alibert à ces sujets. Les images vont donc de pair avec la force rhétorique des médecins philosophes qui tentent de réorganiser les mondes et rendent également possible une communication plus large de cette nouvelle articulation. En effet, il s'agit de rendre l'idée de la réarticulation du corps et de sa physiologie, mais aussi de ses pathologies en fixant ses variétés et ses nuances infinies dans des types visuels pouvant être captés par les légendes et étiquetés. Le plexus articulation, visualisation, étiquetage devient central comme on le découvre en lisant la description des maladies de la peau observées à l'hôpital Saint-Louis, publiée en 1806 avec 15 gravures de Salvatore Tresca. Voici quelques-unes de ces images. Voici sur la droite la représentation du mois frimaire dans les calendriers qu'on doit au même Salvatore Tresca. Il y a une étrange contiguïté visuelle entre la catégorisation visuelle des maladies dermatologiques et la nouvelle catégorisation visuelle, représentation visuelle des mois républicains. On y trouve dans cet ouvrage description des maladies de la peau observées à l'hôpital Saint-Louis des tendres images d'enfants souffrant des différents types de teigne, de la favose à la granulose, images dans lesquelles la prolifération d'une morphologie épidermique monstrueuse, faite de taches empilées en archipels irréguliers,
est représenté sur le bel ovale de l'enfant, toujours vêtu de sa blouse candide des patients et entouré de l'acromie aseptique de la page. Après tout, le siècle des Lumières, reprenant une habitude ancienne, interprète la connaissance comme le résultat d'une pensée ordonnatrice et catalogueuse qui s'applique avec la méthode en vogue depuis Descartes à tout objet et surtout à ceux qui défient la compréhension rationnelle, soit parce qu'ils incarnent le mal, soit parce qu'ils expriment des chaos. La nosologie devient ainsi un discours structurant qui exorcise les préjugés ataviques sur les racines métaphysiques de la maladie et de la douleur, en remplaçant l'étiologie religieuse par un catalogage rationnel des symptômes. L'exhaustivité de la classification devient le pivot d'une prise raisonnable sur la réalité qui, tout en conservant sa morphologie capricieuse, est néanmoins encadrée dans la visualisation ordonnatrice de diagrammes arborescents, de schémas, de tableaux illustrés, où les artistes de la fin du XVIIIe siècle diluent la gravité des maladies avec les couleurs de Tiepolo. L'insondable de la maladie physique est ainsi apprivoisé et détaché de l'enchevêtrement des croyances religieuses, tandis que la parole du médecin, soutenue par la rhétorique de la belle leçon en amphithéâtre, accompagnée des gestes de dissection et des grandes tables des infolios de l'époque, va de l'explication de l'inconnu physiologique, naissance de l'histologie grâce à Bichat, à l'inconnu pathologique, naissance de la dermatologie grâce à Libert, voire défie le terrain des philosophes avec des nouveaux discours sur les passions, un sujet que peut-être vous allez traiter l'année prochaine. En fait, il ne s'agit pas là d'un défi, mais d'une défense, non pas contre la philosophie classique, mais à côté d'elle ou dans ses tranchées, étant donné que les médecins de l'époque, un médecin comme Alibert, par exemple, a fait normalement des études de philosophie, se considère comme un philosophe, est imprégné de l'épistémologie cartésienne, mais malgré les heures passées à disséquer des cadavres retirés des cimetières parisiens, lorsqu'il s'agit des passions, il défend les territoires exclusivement spirituels de l'âme, repoussant les assauts de ceux qui, au contraire, voudraient les expliquer en se référant à la physiologie elle-même. Ainsi, dans les préliminaires de sa physiologie des passions, consacrée au système sensible, Alibert commence par affirmer péremptoirement que, je cite, « Pour connaître l'homme, il faut le chercher dans son âme et non dans les organes matériels de son enveloppe corporelle », alors que l'auteur lui-même s'était précisément distingué en portant un regard aigu, empirique et comparatif sur les maladies de cette enveloppe. La schizophrénie n'est cependant qu'apparente. Si d'une part, Alibert peut publier des exposés érudits sur divers aspects de la médecine, par exemple, encore une fois, en cataloguant les eaux minérales curatives dans le traité précis historique sur les eaux minérales les plus utilisées en médecine, 1826, tandis que d'autre part, il s'exerce à une raison morale sur l'origine spirituelle des passions, la contradiction n'est qu'apparente car, dans les deux cas, l'idéologie qui sous-tend toute la recherche est profondément imprégnée des valeurs religieuses. Le hasard qui fait découvrir aux médecins les propriétés curatives d'une eau minérale particulière, par exemple, n'est qu'une manifestation de la bienveillance divine. C'est là même à laquelle le médecin philosophe cherche à suggérer une voie à travers les systèmes sensibles des passions humaines, afin qu'ils prévalent et agissent à la place des passions négatives inspirées par le mal. Le pivot fondamental pour soutenir ce système de contradictions, où certaines hypothèses théologiques incontestées sont accompagnées de la pratique moderne de l'anatomie comparée, est précisément le catalogue, le mouvement et les résultats d'une épistémologie dans laquelle spiritualisme et naturalisme
peuvent converger parce que l'un et l'autre procèdent selon une rhétorique de la méthode qui contraste, distingue, articule et ordonne, ou compare, regroupe et ordonne à nouveau, qu'il s'agisse des mouvements impalpables de l'esprit ou de ceux du corps qui laissent à sa surface des traces visibles des maladies dermatologiques. Et ce que je suis en train d'expliquer ici par des références un peu érudites, c'est la naissance du diagramme comme dispositif rhétorique des sciences. Dans les prolongements, parfois il n'y a rien de scientifique dans ce qu'on dit avec les diagrammes. On a une disposition très ancienne à attribuer une balance scientifique compte tenu du diagramme. Dans les prolongements de l'intuition cartésienne et de l'obsession pinéale, l'épistémologie du catalogage et de la catégorisation de l'époque recherche alors les interstices, éléments d'une topologie et d'une morphologie qui me paraît très intéressante. Les interstices qui sont les noms génériques de tous ces éléments et dispositifs qui, dans le plexus paradoxal de l'esprit et du corps, font office d'interface, comme on dirait, en des termes contemporains. Ce sont les espaces interstitiels qui inflamment les esprits curieux de l'époque. Les membranes des Bichat, la peau, l'enveloppe corporelle d'Alibert, et puis, omniprésent, le visage, si central d'ailleurs, aussi comme surface sur laquelle scruter aussi bien les maladies de l'esprit à travers l'éruption des passions immodérées et celle du corps à travers les éruptions cutanées, toutes deux ramenées à la norme dans le caractère systématique du traitement, non seulement verbal, mais aussi visuel, car c'est précisément l'image qui est chargée en ces moments des transitions et des contradictions idéologiques, de récomposer sous forme manifeste la rencontre du visible et de l'invisible, du spirituel et du matériel, du signifié et du signifiant. La trace des conférences d'Hélébran est encore vive dans la mémoire collective, tandis que le désir des physiognomies, jamais vraiment endormi de la culture occidentale, reste discret, mais toujours visible, bien visible, et ressurgira bientôt sous les traits nouveaux d'un catalogage rationnel et empirique des visages et des inclinations passionnelles qui s'y dessinent, captées par la grâce du dessin et immortalisées par la peinture ou par la séroplastique. Dans l'histoire culturelle des idéologies sémiotiques qu'incarne le catalogage, on ne soulignera jamais assez suffisamment les rôles joués par l'image, qui n'est pas seulement un outil pour visualiser l'ordre du monde, mais une traduction visuelle de la logique même qui l'a rendue possible, surtout lorsqu'elle s'applique à ce qui semble infiniment mutable. Cataloguer les visages, cataloguer les rêves, cataloguer les désirs et les passions, voilà l'utopie ultime du discours logocentrique qui, pour réussir dans cette entreprise, doit cependant accepter l'image comme une alliée, comme un dispositif capable de montrer la trame divine, entre parenthèses, qui organise en filigrane l'apparemment inordonnable, l'incatalogable. De ce point de vue, il y a comme un air de famille et une subtile filiation idéologico-sémiotique entre les premiers livres imprimés qui, entre le XVe et le XVIe siècle, mirent de l'ordre dans les mondes chaotiques des images, en utilisant des images pour le faire, et profitant de l'évolution contemporaine de l'imprimerie par la gravure, et la longue période de leur influence sur l'épistème du catalogage visuel, qui est peut-être le catalogage par excellence. Un élément crucial de cette généalogie est représenté par les catalogages des emblèmes.
à commencer par le travail véritablement révolutionnaire d'André Alciato. Dans la trajectoire de cet éminent juriste, on peut voir comme dans une fractale les schémas qui caractérisera la relation entre image et catalogue tout au long de la modernité, un schéma dont l'évolution est indissociable de celle de la technique. Déjà un jeune étudiant, Alcia parcourut tout Milan pour recueillir, transcrire et cataloguer les inscriptions épigraphiques latines qui furent ensuite incluses dans les 2 livres du Monumentorum Veterumque Inscriptionum, avec l'idée que l'inventaire exhaustif et raisonné peut apporter plus que les éléments individuels catalogués et produire comme résultat presque organique une connaissance intégrale de l'histoire de Milan, un tout qui émerge comme un surplus des éléments individuels répertoriés. Si l'on ne soulignait pas ce caractère épistémologique et surtout le rôle qui joua la chasse et la transcription visuelle des épigraphes, l'on pourrait penser que l'Alcia, qui, bien des années plus tard, l'on retrouvera à collecter et à cataloguer des emblèmes, soit un savant totalement différent, passé à d'autres thèmes et à d'autres préoccupations. Mais au contraire, derrière le désir de saisir l'essence des images emblématiques se cache une approche similaire à celle du collectionneur d'épigraphes, qui s'exprimera par la suite dans de nombreuses occasions différentes. Par exemple, peu avant l'aventure emblématique dans les Libellus de Ponderibus et Mensuris, un catalogue méticuleux des poids, mesures et monnaies des anciens. Toutes ces aventures sur l'horizon nouvellement découvert du catalogage moderne ne sont qu'un accompagnement de l'œuvre la plus importante d'Alcia sur le plan académique, bien que ce soit les emblemata qui lui est donné et renommé impérissable, à savoir De Verborum Significatione Libri Quatuor, publié en 1519, les 4 livres sur la signification des mots, qui est peut-être la première œuvre de sémiologie juridique moderne. La glorieuse tradition du digeste, que l'on pourrait considérer comme l'ouvrage qui a fondé le principe du catalogage dans la philosophie juridique occidentale, fournit la base d'un métalangage d'inventaire que, de manière proto-sémiotique, l'Alcia ensuite appliqua à tous les sens, y compris celui des images. L'évolution des techniques de visualisation, et notamment celle de la gravure moderne, lui permit alors de franchir une étape qui sera décisive pour les siècles à venir, à savoir celle d'adopter l'image non seulement comme objet de catalogage de catalogue par les discours verbal, mais aussi comme un métalangage visuel largement autonome dans lequel le visuel se catalogue et s'ordonne lui-même. La force de cette invention, qui, il faut le répéter, est aussi le fruit du progrès technique et de la fabrique des images, ouvre une filière qui ira jusqu'au catalogage nosologique des lumières, dans lequel la réalité, dans sa morphologie apparemment capricieuse, est ordonnée non seulement par des mots, mais aussi par des images, dont le rapport avec cette même réalité n'est plus seulement symbolique et conventionnel, mais plus direct, iconique par la similitude. En effet, les livres sur les emblèmes ne naquirent pas avec l'Alcia, car ils étaient dus à un grand nombre, surtout dans les milieux germanophones, contemporains et antérieurs. Toutefois, les genres des livres d'emblèmes littéralement explosa avec les emblemata, car ils ne se contentaient pas de discuter des images symboliques et de leur signification, mais ils en rendaient également visible l'inventaire en images. Voilà une traduction française, la première traduction française des emblèmes de l'Alcia.
La piste fut rapidement tracée. Les nombreuses éditions de l'œuvre de Lascia furent suivies d'ouvrages qui en adoptèrent la forma mentis et imaginis, par exemple les Emblemata Horatiana 1607 et les Amorum Emblemata 1608 d'Otto van Veen, les Nucleus Emblematum Selectissimorum 1611 de Gabriel Rollenhagen, avec un genre qui s'orienta inévitablement vers la moralisation chrétienne, surtout dans ces milieux huguenots qui avaient moins de problèmes avec les images, lesquelles étaient donc largement utilisées pour distiller et condenser visuellement un catalogue des dispositions spirituelles, comme dans les œuvres emblématiques de Georgette de Montenay, par exemple le livre d'armoirie, un signe de fraternité de 1619. Entre-temps, l'iconologie de Ripart circulait partout en Europe, ouvrage à l'influence colossale qui s'exprimait le même principe d'un catalogue du sens insaisissable des images à travers un métalangage également visuel, transposé dans des élégantes gravures. L'idée commençait donc à s'imposer, notamment avec les 2 volumes du recueil d'emblèmes divers des Jean Baudouin, que le catalogage des emblèmes était les pendants visuels de l'inventaire des dispositions morales, que celui-ci et celui-là étaient liés par un double fil sur la page, tenus ensemble par ces gravures qui étaient les pivots de la rhétorique visuelle de l'époque. Ce n'est en effet qu'en raison d'une illusion optique qui sépare le signifiant du signifié et la pragmatique de la diffusion de la sémantique de ses contenus, que l'on peut ignorer qu'à l'époque, les images elles-mêmes devinrent un métalangage de catalogage permettant des traductions intertextuelles, non seulement entre des genres, mais aussi entre des idéologies. Cela permettait, par exemple, à un graveur comme Albert Flamand de publier sous l'égide d'un même style visuel, d'une part encore un recueil d'emblèmes moralisateurs, des vies et emblèmes d'amour moralisés, 1648, et d'autre part un catalogage visuel ornithologique, diverses avium specie, 1659, et ichthyologique, icones diversorum piscium tum maris tum amnium, 1664. Le résultat fut la constitution progressive d'une koiné verbo-visuelle dans laquelle le catalogage de l'esprit et celui des corps pouvaient coexister en vertu de la technique qui disposait les images de l'un et de l'autre de manière différente, emblème d'un côté, illustration de l'autre, mais avec un style commun qui contribuait à fonder, au moins visuellement, l'idée de leur comparabilité. Quelle différence y a-t-il, après tout, entre le catalogage des poissons et celui des passions? Ce défi à la séparation de la nature et de l'esprit atteignit, comme nous l'avons vu, la médecine des Lumières et trouva sa pierre angulaire visuelle dans l'histoire de la physiognomonie moderne qui fut continuellement entrelacée avec celle des emblèmes. Les racines de l'une et de l'autre, de la science des visages et de la science des emblèmes, sont en effet anciennes et ne pourraient être pleinement comprises si, dans l'étude des appareils épistémologiques et visuels du catalogage, on ne se posait pas une question souvent négligée, non pas tant sur ce qu'on catalogue et comment, mais pour qui, c'est-à-dire au profit de quelle entité ou personne qui, de la catégorisation de la réalité, tire le bénéfice d'une nouvelle forme de connaissance, mais aussi de contrôle. Lorsque Bichat catégorisa les tissus du corps humain
et plus encore lorsqu'Alibert composa la taxinomie des maladies dermatologiques, leur but non avoué, mais évident, était de fournir à la nouvelle machine étatique de la France post-révolutionnaire un instrument de contrôle du corps, de la peau et des maladies des masses, ne serait-ce que pour distinguer, isoler et marginaliser les contagieux. On ne peut pas non plus croire que la catégorisation du monde naturel qu'on proposait à l'époque, assortie d'illustrations qui en rendaient les typologies visibles et en faisaient un modèle pour reconnaître la réalité et s'y orienter, fut entièrement dénuée d'arrière-pensée. Au contraire, il s'agissait d'un outil avec lequel les centres économiques du monde, l'Europe, mettaient de l'ordre dans la multitude d'espèces vivantes découvertes dans la modernité coloniale, un ordre qui impliquait non seulement une domination cognitive, mais aussi un contrôle pragmatique. Même la catégorisation des passions, encore influencée par l'idéologie religieuse prémoderne, était fondamentalement liée à cette articulation moralisatrice par l'image qui justifia de nombreux livres d'emblèmes de la première modernité et qui mit les nouveaux dispositifs rhétoriques de l'époque, l'image, au service d'une standardisation générale des coutumes. Dans toute cette évolution épistémologique et sémiotique, le grand modèle, les grands modèles inavoués, reste la physiognomonie, qui n'est en fait qu'une tentative de catégorisation de l'humain dans son lieu de singularité ultime, à savoir les visages. Si c'est ici, dans le visage, que, comme le suggérait Aristote, comme le dirait Dante, un verre, la matière du corps s'émancie pour, plus que dans tout autre lieu, laisser transparaître la forme de l'âme, c'est précisément en catégorisant les visages que par un geste paradoxal dont les fruits, souvent amers, sinon vénéneux, seront récoltés au fil des siècles, que s'exerce un contrôle systématique sur l'humanité. Et tout ce qui, au cours de cette longue histoire de la catégorisation des images par les images, mettront en ordre les tissus du corps, les taches sur la peau, les fièvres contagieuses ou autres, et auront finalement toujours dans la physiognomonie le modèle ultime de la manière de décomposer l'appareillement singulier pour le saisir. Vous avez ici encore un ouvrage ichthyologique d'Albert Flamand, et voici un ouvrage physiognomonique assez célèbre, c'est la métoposcopie, c'est-à-dire l'analyse des rides sur les fronts de Gerolamo Cardano. La physiognomonie occidentale, en effet, naît non seulement avec un objet, le visage, même si à l'origine cet objet était beaucoup plus étendu, et s'étendait en fait à tout le corps. C'était plutôt une somatologie plutôt qu'une prosopologie. Et avec une modalité, celle de sa transformation en signe de quelque chose d'autre, mais elle naît aussi avec une pragmatique dans laquelle le bénéficiaire de la catégorisation physiognomonique des visages est les souverains. C'est pour lui, c'est pour les souverains, en effet, que le sage élabore sa sémiotique des visages, afin que les souverains puissent distinguer au premier coup d'œil, les sujets loyaux des traîtres potentiels. Toute l'histoire de la physiognomonie, jusqu'à Lombroso et au-delà, jusqu'aujourd'hui, jusqu'au développement dans les néolombrosismes cognitivistes et numériques, hérite et participe de cette perspective. Catégoriser les visages, c'est caractériser les menaces potentielles. Physionomia est doctrina salutis. La physionomie, c'est la doctrine du salut, écrivait Michael Scott
dans les Liber Physiognomiae, peut-être le premier grand classique de la catégorisation occidentale des visages, qui n'est pas seulement dédié à Frédéric II, mais est aussi écrit à son intention et pour son bénéfice, pour lui apprendre à distinguer les visages amis des visages ennemis avec un art subtil et sûr. Ce texte, en effet, n'incarne pas seulement la passion philosophique grecque, aristotélicienne ou pseudo-aristotélicienne pour la catégorisation de l'existence, mais aussi une passion, pour ainsi dire, plus orientale, bien incarnée par l'une des sources du Liber Physiognomiae de Michael Scotus, à savoir le secretum, également appelé secreta secretorum, connu de la version arabe sous le nom de Sir el-Astar, littéralement en arabe, le livre secret des secrets. Considéré pendant des siècles comme l'œuvre d'Aristote, il aurait rédigé pour guider les conquêtes d'Alexandre le Grand, le Secretum est, selon toute vraisemblance, un texte pseudo-aristotélicien dont l'origine est à rechercher en Orient, dans ce qu'on appelle les romans d'Alexandre, c'est-à-dire les légendes transmises sur la vie d'Alexandre depuis sa mort. Quelle que soit la philologie de l'œuvre, l'intention pragmatique qui s'y exprime est claire. Il s'agit, encore une fois, de guider un souverain dans l'exercice du pouvoir, dans la catégorisation de ses sujets et de les pousser à acquérir une capacité fulgurante à distinguer les fidèles des méchants. Le même esprit a été transmis à Michael Scott, qui l'adopta dans son pamphlet physiognomonique à l'usage de Frédéric II. De cet ouvrage, le Liber Physiognomiae, prit son origine puis une tradition de catégorisation de l'humain qui aura des conséquences durables et graves sur la manière dont le pouvoir et son savoir se rapportent au corps, au visage, à la peau, dans un projet de contrôle par la construction de types et de catégories qui ne cessera d'exercer sa fascination et de produire ses résultats jusqu'au récent progrès de l'intelligence artificielle appliquée à la reconnaissance faciale. Travailler entre la sémiotique et l'histoire culturelle sur la généalogie profonde et ses implants épistémiques est certainement utile pour débusquer et déclarer avec encore plus de précision leurs présupposés, ceux d'un regard catégorisant qui réarticule l'existant et typologise la vie au profit du pouvoir. Aujourd'hui, on retourne à l'hôpital Saint-Louis, où Bichat et Alibert exercèrent leur métier de médecins savants et enchantèrent un public d'étudiants. J'ai utilisé cette conférence pour repasser un peu tous les passés simples du français. Et de savants et de curieux, n'est plus à la périphérie de Paris, mais au cœur d'un de ses quartiers les plus en vogue, entouré de nombreux restaurants et bars en tout genre, à 2 pas du canal Saint-Martin, qui, au coucher du soleil, est le cadre des promenades des jeunes Parisiens et de leurs apéritifs au bord du canal. Cependant, à l'intérieur de l'hôpital, la jonction même des rues dédiées à Bichat et à Libert, se dresse encore un petit bâtiment élégant à l'intérieur duquel on peut visiter le musée des moulages. Conçu par l'architecte Gustave Léon Vérat dans l'idée originale d'abriter un musée et inauguré le 5 août 1889, le même jour où il fut célébré les premiers congrès de dermatologie jamais organisés au monde, dans le cadre des nombreuses initiatives de l'exposition universelle, ce joli petit bâtiment, en 1867, commença à abriter une collection insolite commandée par Charles Layet, qui exerçait alors comme médecin spécialiste en dermatologie à l'hôpital. Layet, lui aussi, prête son nom à la toponymie du quartier, mais d'une manière différente, puisque l'inscription École Layet est visible sur le mur de l'hôpital Saint-Louis, donnant sur la rue Bichat.
Il est en effet le fondateur de l'école des enfants teigneux, qui recueillait et éduquait les enfants atteints de cette maladie dermatologique contagieuse et qui ne pouvaient donc pas rester en compagnie des enfants sains. Mais le nom de Layet est aujourd'hui surtout lié à la curieuse collection du musée des moulages qui ne fait que transposer dans la troisième dimension et dans une perspective de catalogage systématique et muséal les images avec lesquelles le peintre palermitain Salvatore Tresca, guidé par Alibert, avait représenté et catalogué les maladies de la peau avec une attention particulière au visage défiguré des enfants teigneux. La construction de ce catalogage par images tridimensionnelles qui marque sémiotiquement les passages de l'iconicité des images à la quasi-indexicalité des moulages est également due à la rencontre entre le médecin Layet et l'artiste Jules Barretta, lui-même peut-être d'origine italienne, qui tenait à l'époque une petite boutique dans les charmants passages Jouffroy, construit en 1836 et toujours utilisé aujourd'hui, où étaient et sont encore exposées les curiosités de l'artisanat de la collection parisienne. Jules Barretta, que vous voyez dans ce portrait, autoportrait au papier mâché, il vendait ses reproductions de fruits en papier mâché, une activité qui à l'époque était florissante dans toute l'Europe et qui avait peut-être son plus grand représentant dans un Turinois, dans la personne de Francesco Garnier Valletti, dont les compétences en matière de séroplastique l'amenèrent d'Italie à Saint-Pétersbourg, à la cour du tsar Nicolas Ier Romanov. Valletti étudia, inventoria, catalogua, dessina et reproduisit 1200 variétés de fruits et 600 variétés de raisins avec une technique de son cru, comme l'attestent ses notes monumentales, et plus de 12 000 dessins conservés à l'Accademia di Agricoltura de Turin. Aujourd'hui, ce moulage de fruits peuvent être admirés au Museo della Frutta de Turin, qui n'est pas logé par hasard au 15 de la Via Pietro Giuria, dans le quartier de San Salvario, où je vis, où j'habite, c'est-à-dire dans le même bâtiment où Cesare Lombroso inaugura son musée de psychiatrie et d'anthropologie criminelle en 1898. Comme l'écrit Lombroso lui-même dans Mon musée criminel, une note de 1906 consacrée à la création de la collection, je cite, « Le premier noyau de la collection avait commencé dans l'armée, où, en plus de la mesure craniologique de milliers de soldats, j'avais soigneusement conservé les crânes et les cerveaux des morts. Cette collection s'est progressivement enrichie lorsque mes amis de Turin et de Pavie et moi-même avons parcouru les anciens cimetières des Sardaigne, de Valtelline, de Lucques et du Piémont. Il ne s'est pas passé un jour sans que, d'abord à Pavie, puis à Pesaro et à Turin, j'essaye d'augmenter la collection avec des crânes d'aliénés et des criminels morts dans des asiles et des prisons. » Fin de la citation. Le positivisme représentationnel que Valletti exerçait botaniquement et artistiquement sur les types de fruits fut spectaculairement cultivé par Lombroso sur les visages de ceux qu'il considérait comme des déviants, dont il amassait les crânes dans les cimetières de Turin et dont il recueillait et cataloguait également les traits grâce au modèle en cire de Lorenzo Tenchini, professeur d'anatomie à l'Université de Parme et auteur de Cervelli di delinquenti, cerveau des délinquants, un catalogue des propriétés anatomiques présumées du cerveau des déviants criminels publié en 1885. La proximité du catalogue tridimensionnel des fruits reproduits avec les catalogues tout aussi plastiques
de visage lombrosien de Via Pietro Giuria 15 à Turin est due à l'idée très exacte de juxtaposer ces deux résultats typiques du positivisme de l'époque. Tandis qu'à Paris, la juxtaposition se fit par hasard dans ce passage Geoffroy où Jules Barretta, certainement inspiré par la renommée des Valetti, tenait sa petite boutique des reproductions de fruits. C'est peut-être à l'occasion d'une promenade récréative depuis le pas trop lointain hôpital Saint-Louis que les dermatologues Charles Layet, par un de ces passages parisiens qui, comme le soulignera Benjamin, permettait à l'époque le brassage des différents savoirs et des différentes pratiques du savoir, eut l'idée d'utiliser la même technique pour reproduire non pas des fruits mais des visages, et non pas des visages sains et brillants comme de la pomologie de Barretta et Valetti, mais les visages défigurés de la dermatologie. C'est ainsi qu'est naquit cette collection de moulages de visages atteints des pathologies dermatologiques qui s'enrichit de son dernier spécimen, le numéro 4952, en 1958, après que Barretta, auteur de 2500 moulages, avait cédé la place à Louis Niclet en 1913, auquel succéda Stéphane Littré, le dernier créateur de visages séroplastiques pour la collection dermatologique de l'hôpital Saint-Louis. Aujourd'hui, ces masques de souffrance sont soigneusement rangés dans des vitrines, dans les salles du musée, fondées dans les lieux de naissance de la moderne médecine de la peau. Ces moulages avaient sans aucun doute une utilité scientifique et pédagogique, tout comme les images dermatologiques qui les avaient précédées et comme les images photographiques qui allaient suivre, photographies qui allaient elles aussi devenir tridimensionnelles grâce à l'avènement du numérique. En visitant les salles du musée et son triste catalogue de visages défigurés par la maladie, on ne peut cependant pas aujourd'hui, avec une sensibilité qui n'était peut-être pas dans les cordes de l'époque où cette collection fut créée, ne pas imaginer la douleur individuelle sous la froide représentation des types. Et on ne peut pas manquer de ressentir un frisson de désapprobation en pensant à la façon dont les malades de l'époque devenaient l'objet d'un regard qui voulait non seulement les guérir, ou étudier leur maladie, mais aussi capturer leurs traits pour en faire en quelque sorte non seulement un catalogue, mais aussi un spectacle, dans un croisement entre maladie, science, art et mise en scène, dans lequel il est inévitable de soupçonner que les rapports de force de toute une époque s'y exprimaient, ce déséquilibre entre l'enfant mité arraché à sa famille et immortalisé à jamais dans un moulage, et le médecin bourgeois claironnant son positivisme, un déséquilibre qui permet qu'aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, nous nous souvenons de ce dernier, le médecin, grâce au nom des rues et au portrait, tandis que du premier, de l'enfant mité relégué aux portes de Paris, il ne reste qu'un triste moulage, à jamais malade, à jamais catalogué avec d'autres tristesses et afflictions similaires. Merci beaucoup. Simon, merci beaucoup. Ça m'a énormément intéressé ton intervention. Très riche, m'a fait penser à plusieurs choses, notamment touché à ces livres très célèbres de Lauren Deston et Peter Gellison sur l'objectivité. Et en reparcourant les trois périodes qu'il dessine, c'est-à-dire la période du dessin qui typise de la photographie, qui singularise, et ensuite encore un autre moment, c'est le moment de l'œil expert, encore une fois la singularisation de l'œil du médecin qui
J'ai beaucoup pensé à ce qui se passe avec la photographie. Tu n'as pas vraiment abordé des cas que je t'ai entendu aborder, notamment Galton et d'autres. Et ma question concerne un peu ces va-et-vient entre la généralité, la tentative de construire quand même si tu nous as montré du catalogage par cumulation de cas individuels, poi en fin de compte, un des, un des objectifs, c'est celui d'arriver à une généralité, à une typologisation. Je pensais à Galton, notamment quand tu nous as parlé de l'aspect politique, disons, de ces démarches, identifier l'autre, condamner, exclure les divers, les malades, les criminels, etc. Et je me disais, notamment Galton est arrivé à construire une généralité, non pas par catalogue de population, comme tu l'as montré dans presque tous les cas, parce que même avec le cas de la frutta, le musée de la frutta, c'est tout un problème de catalogage par cumulation et séparation, tandis qu'il y a d'autres manières à cette époque-là de construire des généralités, et notamment par superposition, comme le fait Galton. Et parce qu'effectivement, Galton arrive à trouver un diagramme dans ses composite photographies, dans ses photographies composites, à travers cette mise en scène du type, de la généralité et de l'individualité dans les flous des contours. Alors, à ton avis, quels sont les... Moi, j'ai simplement rappelé cumulation par séparation. J'ai rappelé avec le cas de Galton, superposition et effet d'individualisation. Est-ce que tu connais toujours à cette époque, à travers Lombroso, à travers d'autres grands chercheurs, appelons-les comme ça, qui abordent le problème de comment généraliser, comment laisser la place à la généralité et à la singularisation, parce que c'est ça aussi le problème du diagramme, c'est l'effet de pouvoir, d'une certaine manière, tester, expérimenter quelque chose de très singulier et puis de le rendre en partie transférable par modification, pour trouver la manière de généraliser, d'arriver à une voie globale, disons, du symptôme. Alors, Jean, je me suis demandé quel était le rapport entre cette présentation que je vous ai proposée, qui correspond bien évidemment disons, à mes soucis actuels de recherche avec les projets Facets, et le thème général de votre séminaire. Alors, là, je vois un problème qui se manifeste, disons, tout au long de l'histoire de la manifestation de la pensée, du croisement entre logique et technologie. Parce que ce qu'on voit à partir du 15e, 16e siècle, moi j'ai montré des résultats assez tardifs de cette évolution, c'est une sorte de contamination entre une morphologie logique très ancienne, qui est celle qui est passée à l'histoire sous le nom de arbre de Porphyre, c'est-à-dire l'instrument conceptuel, intellectuel, mais aussi visuel de catégorisation morphologique, de catégorisation par excellence, c'est-à-dire j'ai un cas et après je branche sur des variétés, chacun de ces variétés peut devenir un cas qui branche sur d'autres variétés, etc. Donc c'est un instrument logique, probablement aristotélicien, qui a une très longue tradition, mais cette tradition, à un moment donné, rencontre d'abord les métaphores
Et c'est la rencontre qui a lieu, disons, à la Renaissance entre ce dispositif morphologique et essentiellement Ramon Lull, qui l'utilise pour ses arbres métaphoriques d'un côté, et d'autre côté Torquato Aceto, qui l'utilise dans les cannocchiali aristotelico, encore une fois, pour produire des métaphores. Mais là, on est encore dans les verbales. Et à un moment donné, ce dispositif rencontre les images. Donc, et là, ça change complètement son sens politique. Parce que, d'une part, enfin, une chose, c'est utiliser ces dispositifs très puissants pour catégoriser verbalement la réalité. Un autre cas, c'est de l'utiliser pour catégoriser des images de la réalité. Un autre cas encore, c'est pour catégoriser des moulages de la réalité. Et aujourd'hui, pour faire des ontologies, c'est-à-dire les informaticiens parlent de leur catégorisation comme les philosophes parlent des lettres. Mais ils utilisent encore l'arbre de Porphyre. Donc, je voulais montrer cette progression, et à mon avis inquiétante, dans l'utilisation de l'arbre de Porphyre, qui le soustrait de plus en plus de la verbalité, et donc même de la conscience de son imperfection, pour lui donner un relief et une importance métaphysique. L'on voit une histoire métaphysique dans cette progression de l'arbre de Porphyre. L'on voit une pensée qui ne catégorise plus conceptuellement la réalité, mais la catégorise iconiquement et après indexicalement, avec les résultats que, bon, c'est une sorte de nouvelle pensée créatrice qui se manifeste là. Je catégorise, donc je fais être de quelque façon. Et vous êtes exactement ce que j'ai catégorisé. Ce qu'Umberto Eco a très bien montré dans ce rapport, dans son essai très érudit sur l'arbre et les labyrinthes, à mon avis, il manque de cette partie, de cette conscience qu'aujourd'hui on dirait multimodale. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très bouleversant qui se passe lorsque ce dispositif conceptuel est visualisé. Et encore plus lorsqu'il est concrétisé dans des objets, comme dans le cas de ces producteurs de fruits. Parce que là, ce n'est pas seulement une accumulation, c'est une monstration des types par les reproductions en 3 dimensions. Et encore pire, lorsque on crée un monde qui est un monde vivable, dans lequel on agit, etc., sur la base d'une catégorisation, qui est exactement ce qu'on est en train de vivre dans l'intelligence artificielle. Nous vivons de plus en plus dans l'arbre de Porphyre qui a été créé pour nous par les inventeurs d'algorithmes. Et c'est là que je trouve inquiétant dans cette histoire de, disons, morphologie. On peut Oui, bien sûr. rebondir, oui, pour rebondir sur la monstration. Il y avait quand même aussi les bêtes de foire, la femme crocodile, l'homme qui rit de Victor Hugo. Donc il y avait tout ce côté in effigie aussi. Le criminel, on le pendait en effigie. Mais il y avait néanmoins un moment où le sujet pouvait reprendre son autonomie. Par exemple, quand on pense aux mouches au XVIIIe siècle, on collait des mouches pour connoter la discrète, la dévergondée, etc. Donc ça, c'est le sujet qui reprend le dessus par rapport à l'effigisation du monde et la stigmatisation politique. Bon, par rapport à la poire, je pense immédiatement à Louis-Philippe par Philippon, hein, représenté de façon piriforme dans le Charivari, donc la caricature du visage de Louis-Philippe en poire. Donc, moi, après, la seule chose qui manque peut-être, c'est quand même le rapport avec l'adequatio, la conformitas divine. Elle n'est pas dans... Donc, tout ce qui est la singularité se détache d'une norme, et la norme, c'est quand même l'adéquatio, la conformitas. Et puis, dernière chose, je me demande pourquoi tu sautes, tu passes outre l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où en effet, il n'y a pas de visage, il y a le portrait, l'effigie et
Et la peinture. Donc, en fait, le visage est remplacé par sa représentation. Ben oui, ben, cela, on le lit très bien dans l'étude d'Umberto Eco, c'est-à-dire la représentation encyclopédique des Lumières est inspirée par ces dispositifs morphologiques de l'art de Porphyre, mais d'abord, il y a une conscience chez les encyclopédistes de la différence entre le dictionnaire et l'encyclopédie, au point que le seul ordre qui est présenté pour, disons, l'organisation des connaissances est un ordre tout à fait arbitraire, c'est-à-dire l'ordre du dictionnaire, l'ordre alphabétique. Mais ainsi disant, l'image est néanmoins dans ce modèle de systématisation, organisation des connaissances, un outil de représentation, quelque chose de supplémentaire, c'est une illustration. Donc, j'y vois une certaine prudence par rapport à ces développements successifs qui, au contraire, de quelque façon, accepte le défi de la SIA, c'est pour ça que je parlais de la SIA, de pouvoir développer un métalangage visuel sur les images. Et là, il y a, à mon avis, un court-circuit qui se crée lorsque, disons, la catégorisation des images de la réalité est confiée à des autres images. Il y a une sorte de logique qui se manifeste, à mon avis. Une sorte de logique qui consiste dans le fait que cette prudence qui était encore présente chez les encyclopédistes et qui est un grand produit de la modernité, en effet, en quelque sorte disparaît. On a une confiance dans la monstration visuelle, du fait qu'elle soit capable de représenter, de tout montrer, qu'il s'agit seulement d'un problème d'accumulation, de superposition, etc. Et on met de côté l'idée qu'en fait, le réel ne soit pas catalogable, que le visage ne soit pas catalogable, que même l'arbre, si je peux terminer, que même l'arbre qu'on utilise comme métaphore visuelle est en fait non pas un arbre non plus, dans le sens qu'on ne voit pas, disons, cette morphologie logique à laquelle on donne après le nom d'arbre. L'arbre est en lui-même une structure morphologique irrégulière. Voilà, pardon. Oui, non, je veux juste te donner raison que dans le très bel article de Barthes sur les planches de l'encyclopédie, il dit que ça fonctionne pour les outils. Pour les outils, il y a le paradigmatique et le syntagmatique, parce qu'on voit l'outil dans sa fabrication et l'outil dans son usage, mais pour le vivant, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'usage du vivant. Oui, et en plus, peut-être on découvre de plus en plus que ça ne fonctionne pas non plus pour d'autres choses, c'est-à-dire disons, cette incapacité de la représentation de fournir une articulation des singularités, bien sûr, est une incapacité inévitable, mais en même temps, on doit rester conscient de cette incapacité. On doit rester conscient du fait que, bon, là, il y a une catégorisation, une monstration des maladies dermatologiques, mais qui, au fond, là, l'on trouve une sorte de, disons, panoplie et représentation des variétés possibles de la peau et de sa consistance filiante. Comment définir une peau normale ou un visage normal? C'est un problème central, mais qui devient un problème, bien sûr, biopolitique, comme l'est aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs questions. Juan, Oui, Almine, Roxane et Jean-François. Que tout le monde soit rapide. Et Denis aussi avait levé. Que tout le monde soit rapide. Un peu Alors, plus tôt. Denis, après Jean-François, je pense. Oui, très rapidement, je crois que tu l'évoques là dans ta réponse, tu l'as évoqué, c'est la question de l'animation métasémiotique de cette procédure. Et au début, tu as fait une référence, tu as commenté, tu as parlé de la comparabilité. Et après, tu as abandonné et tu as dit une chose, tu as dit au fond, toutes ces formes diagrammatiques n'ont pas une véritable capacité scientifique, mais elles permettent la comparabilité. Et j'aimerais que tu peux dire deux mots de plus sur cette puissance, justement,
de la comparabilité, comme le diagramme comme comparabilité. Non, merci. En fait, la comparabilité est là, et c'est juste que c'est une comparabilité toujours limitée. C'est la question de l'exhaustivité de l'art de Porphyre qui gêne d'abord les philosophes qui s'en rendent compte de façon assez frappante, assez violente dans la modernité. En fait, il s'en était déjà rendu compte avec les conquêtes d'Alexandre le Grand, avec cette découverte de la variété des religions, par exemple. Et donc, à chaque fois qu'il y a ces face-à-face, ces rapports choquants avec la variété du monde, avec la variété de la réalité, et notamment avec la découverte des autres continents, des autres plantes, des autres animaux, etc., bah, on s'est rendu compte que bon, les instruments qu'on avait conçus dans une petite ville, dans un petit territoire au bord de la Méditerranée, c'était des instruments très puissants, mais qui étaient peut-être nés aussi d'un monde qui était un monde statique, c'est-à-dire où l'on avait affaire à un paysage assez régulier, avec des visages assez réguliers. Et donc, est-ce que ces instruments-là ont la capacité d'être exportés sur une variété croissante qui est la variété des biologiques, culturelles, théologiques, religieuses? Alors, bien sûr, il reste des instruments très, très puissants. Il y a quelque chose peut-être de cognitif de l'arbre de Porphyre qu'on n'arrive pas vraiment à éliminer. C'est peut-être un fondement du structuralisme, mais aujourd'hui, peut-être on est conscient du fait que cet arbre est un arbre auquel on coupe énormément de branches lorsqu'on utilise ce diagramme. Mais le problème, c'est quand on le représente visuellement. Alors là, lorsqu'on projette cette idée d'exhaustivité sur l'image, alors c'est beaucoup plus difficile, à mon avis, de garder cette conscience du fait que, bon, là, c'est un type de visage, mais il y a énormément de choses qui s'échappent. Disons, le mot, dans la conscience que la modernité a développée par rapport à son imperfection sémantique, nous protège beaucoup plus de cette hubris de catégorisation. Donc, ce n'est pas une invitation, disons, au logocentrisme, c'est une invitation au fait que l'iconocentrisme a des dangers qu'on n'a pas vraiment encore traités et qui devient encore plus pressant lorsqu'on passe, disons, de l'iconocentrisme disons, à l'objectocentrisme, je ne sais pas comment le définir. C'est super intéressant. Merci. Ce qui m'intéresse, c'est justement arriver aux restitutions et la catégorisation, mais aussi les catalogues qui ont fait nous-mêmes entre le monde proprioceptif et le monde social, à travers nos contenus, mais aussi à travers des hashtags. Je trouve vraiment l'héritage du colonialisme à travers des hashtags qu'on trouve Paul, par exemple Italian Girl, French Style, Parisian Style, ou Latino, Latina. Et alors, on trouve certains types d'images qui continuent à segmenter, diviser et souligner qu'est-ce qu'on fait, comment on les fait, et surtout comment ce type de catalogues qui ont fait d'une pratique nous éloignent de certains types de personnes, de certains endroits. Et ça m'intéresse particulièrement. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses de cette relation par rapport aux pratiques muséales. Quand le musée fait ses contenus, il montre ses visiteurs et il montre aussi, il exerce le contrôle, il montre qui est visiteur, qui peut venir, comment il va venir habillé, comment être en contact avec l'œuvre d'art et surtout quelles sont les pratiques qu'on peut faire dans le musée. Et je trouve une espèce d'avatar, je voudrais savoir si tu es d'accord, avec les images, les catalogues encyclopédiques des expositions internationales, des expositions universelles,
Et les expositions qui ont envoyé les gravures justement du musée du Louvre, de premier musée des Beaux-Arts, où en théorie était ouvert pour tout le monde, mais on voyait les personnes habillées de manière qu'évidemment les ouvrières ne pouvaient pas y aller. Et il y a quelque chose qui garde encore entre les personnes représentées par les réseaux sociaux du musée et cette image du début du XXe siècle. Oui, non, tu vas exactement dans la même direction que j'ai indiqué. En fait, c'est des problèmes sur lesquels Maria Giulia a travaillé énormément, c'est-à-dire qui partent de toute la question sémiotique et philosophique des images scientifiques, mais qui aujourd'hui font partie de notre expérience sémiotique quotidienne, parce qu'on ne voit pas en fait des hashtags isolés. Ils sont toujours en relation avec des images, donc ils sont toujours ancrés à des images, et sont des images qui, comme toutes les images, incluent, présentent des types, excluent des déviations. Et alors, je ne sais pas s'il y a, je ne sais pas quelle solution proposer, mais ça me rend un peu inquiet le fait que dans le domaine de l'art ou bien dans le domaine de la muséologie, de la muséographie, en fait, tout cela soit vécu de façon purement instrumentale, c'est-à-dire comme une façon de construire, comme on faisait déjà, comme je vous ai montré à l'époque naissante de la dermatologie, un instrument rhétorique. Donc, on utilise en fait cette catégorisation visuelle, cette nouvelle catégorisation visuelle qui nous permettent les technologies numériques, comme un élément pour, par exemple, donner de la valeur à l'expérience muséale, ou bien proposer une présentation alléchante de l'histoire de l'art. Bien évidemment, ce n'est pas comme cela. Nous abreuvons, nous absorbons cet esprit de catégorisation par l'image tout le temps. Et en plus, nous avons maintenant un rôle actif, c'est-à-dire le lecteur de Bichat, le lecteur d'Alibert étaient des spécialistes. Et donc, même les musées de moulage avaient des visiteurs qui étaient normalement des médecins ou des gens intéressés aux sciences. Mais aujourd'hui, on a cette proposition d'une catégorisation visuelle des masses à laquelle nous pouvons en plus contribuer. Nous sommes tous des petits tératologues, c'est-à-dire nous contribuons tous de façon quotidienne à la définition de ce qui est un monstre. Nous écrivons tous les jours nos traités de dermatologie. Au moins, nous le faisons de façon inconsciente à chaque fois que nous participons à cet étiquetage collectif et inconscient, en fait. Merci beaucoup, Marcelo, pour ta intervention. Je vais être très rapide, même si je suis consciente que la question, elle passe large. Je voudrais revenir à la dimension diachronique, en fait, de ce que tu nous as montré, parce que tu me posais une question, à quel moment et comment, si tu as identifié un moment bascule ou des éléments basculent, à quel moment ces images abandonnent leur fonction idéologique, tu disais des images moralisées, etc., pour devenir au profit de leur fonction métalangagère. Tu parlais de standardisation, donc des images qui standardisent les éléments. Et donc, dans cette dimension idéologique, quels sont les éléments qui, finalement, nous dévoilent la dimension idéologique de cette normalisation d'image? C'est-à-dire, dans une caricature, c'est évoqué par exemple caricature, etc., dans les déformations, c'est évident, la dimension idéologique. Mais dans un effort de normalisation, ça ne l'est plus, parce que, en principe, en fait, c'est contre-intuitif d'idéologiser quelque chose qui va normaliser, etc. Donc, disons, pour terminer avec la métaphore d'un fruit, comment éplucher cette couche d'idéologie d'une image qui se veut normalisante. Des éléments, as-tu identifié un moment ou des éléments?
Je crois que, alors, il y a des sautes dans l'épistémologie des images, dans l'histoire de la fabrication des images, et c'est un sujet étudié par les sémioticien, mais aussi par les philosophes, et par les anthropologues, la fabrique des images. Et, alors, on ne peut pas vraiment détacher cette réflexion, je crois, d'une considération qu'on appellerait diachronique sur l'évolution des techniques pour fabriquer des images, pour les faire circuler. Et il y a un moment dans l'histoire de la visualité occidentale où il devient beaucoup plus facile de faire circuler des images. Et là, c'est un moment de déclic. Bien sûr, on ne peut pas dire que ça cause cette imposition de l'image comme nouvel instrument, disons, d'une métaphysique de la catégorisation, mais cela joue un rôle essentiel, c'est-à-dire l'évolution de la gravure occidentale autour de la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance, et a, je crois, un rôle fondamental. C'est là, en fait, que des penseurs qui sont des penseurs notamment juridiques, c'est-à-dire parce que c'est dans les discours juridiques que l'épistème occidental a toujours cultivé, depuis l'époque byzantine, l'idée d'une catégorisation du réel. Les juristes doivent catégoriser le réel. Mais lorsqu'un juriste se met à catégoriser des images par des images, c'est le cas de la SIA, c'est là que je trouve que quelque chose de vraiment très... D'ailleurs, c'est aussi les pistes qui explorent des penseurs comme Peter Goodrich, d'autres, disons, spécialistes de l'histoire des idées juridiques. Là, c'est un croisement important, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a travaillé toujours sur la catégorisation du réel par un discours verbal juridique et commence à catégoriser le réel par une typologie d'image, en les abandonnant en plus à elles-mêmes, c'est-à-dire c'est des images qui sont présentées comme auto-explicantes de quelque façon. Et bien sûr, d'autres césures se produisent avec les autres développements techniques, mais toujours, je trouve, enfin, la saute technique n'est jamais suffisante parce qu'elle est toujours couplée par une saute que je dirais discursive ou sémiotique, qui a toujours moi, je trouve qu'il y a toujours des régularités en termes d'intertextualité, c'est-à-dire des sautes dans cette histoire se produisent à chaque fois que quelqu'un, par exemple, qui travaille dans un domaine discursif, exporte cet épistème dans un autre domaine où l'on utilise des autres substances expressives. Alors là, quelque chose se passe. Des nouvelles configurations se mettent en place et des nouvelles idéologies. Parce que c'est aussi des moments un peu de chaos épistémique, des chaos sémiotiques. C'est aussi des moments qui sont assez, pour ceux qui sont capables de le vivre, un protagoniste. Ce sont des moments passionnants. Aujourd'hui, ceux qui travaillent, par exemple, dans la construction des images par l'intelligence artificielle, ils sont enthousiastes, ils ne dorment pas la nuit. Mais en même temps, ils contribuent à quelque chose dont nous n'avons pas conscience, qui va manifester sa puissance, mais aussi sa violence dans les prochaines années. Nous avons vu à travers les siècles la violence qui a été des résultats aussi de ces sautes technologiques. La construction du musée de Cesare Lombroso est évidemment une construction violente, mais ses racines sont très très lointaines de l'histoire. Elles sont dans une période à laquelle on a développé ces instruments techniques sans avoir conscience de leur capacité de créer une nouvelle métaphysique violente. Oui, merci beaucoup. Si, alors, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a évidemment la catégorisation, la mise en art en quelque sorte. Je ne sais pas si vous entendez. Vous entendez la question de Jean-François en distanciel? Il y a effectivement le problème de la mise en art, des catégorisations qui sont ainsi
présenté comme étant au fond une certaine. Et il y a aussi, on va dire, un bel converse, en tout cas, qui est celui de créer les catégorisations elles-mêmes. Et les catégorisations elles-mêmes, les catégories elles-mêmes sont à catégoriser, si je veux dire. C'est-à-dire il faut les créer, etc. Or, c'est bien que le problème avec les catégories, c'est que le résultat est toujours aporétique, parce que c'est un choix, donc on peut, voilà, donc ça, on peut se référer directement à Aristote pour dire ça, ou à quoi, donc sur la spectacularité. Bon, quel est peut-être le rôle de l'image dans ce contexte? J'ai du mal à saisir exactement quoi l'image catégorise, parce que d'abord, la relation de catégorisation est une relation de prédication. Et la prédication dans l'image, je n'ai pas le sentiment que l'image prédique, en tout cas, c'est l'image compose, évidemment. Mais c'est tout à fait différent de composer, de prédiquer. Parce que pour se prédiquer, il faut qu'il y ait quelque chose et puis des prédicats. Dans l'image, on a une totalité qu'on peut diviser en divers éléments. Je pense qu'il faut aussi distinguer entre les deux, parce qu'on parle d'image de manière très générale ici, depuis longtemps. Et je pense que, par exemple, c'est plus facile d'envisager la prédication dans le dessin que dans la photographie, par exemple. Parce que c'est aussi ce que nous disent Lauren Daston et Peter Gell, ils ont prévu que non, avec les dessins, on construit des modèles sur des généralités, etc. Donc, on peut décrire, entre guillemets. C'est vraiment, le dessin, c'est fait pour décrire. Tandis que, évidemment, avec d'autres cas, comme la photographie, c'est plus difficile de pouvoir lire la photographie de manière générale, je veux dire. Donc, je pense qu'il faut faire des distinctions selon les techniques, selon les médias. Oui, ça c'est très juste. Et il faut certainement nuancer. Mais la question philosophique est très ancienne, mais je vais faire un exemple. Disons, on est toujours appelé à s'auto-catégoriser, comme le disent les spécialistes, disons, des études de genre, étant un homme ou une femme, un mâle ou une femelle. Ça, on les retrouve dans des milliers des modules, des casiers, etc. On nous dit, vous êtes homme, vous êtes femme. Mais ça n'a pas déchaîné, par exemple, la réaction révolutionnaire, violente de la communauté transgender ou la communauté queer, comme le fait de se trouver devant des toilettes où il y a la représentation d'un type masculin et la représentation d'un type féminin. Alors là, il y a une catégorisation par, disons, un appel, une affordance visuelle qui, disons, a frappé beaucoup plus par sa violence par rapport. Après ça, on est retourné aussi sur le verbal, c'est-à-dire on est retourné aussi sur la violence de demander quel est ton sexe lorsqu'on fait des achats sur Amazon, par exemple. Mais l'origine a été l'incapacité de se retrouver dans l'image, pas des binarismes visuels. Ce n'est pas une réponse théorique, c'est une réponse, disons, à travers l'exemple. Les binarismes visuels est beaucoup plus violent que les binarismes. Mais je finis ma question, parce que oui, il faudra que par exemple, l'écriture, l'image, parce que le mot d'image est aussi une sorte, parce que l'image, en tout cas dans l'art, a montré à quel point elle pouvait décatégoriser complètement. Donc, dans l'art moderne, en tout cas, c'est évident. Donc, la catégorisation, c'est quand même l'image, disons, figurative, et même temps où tu n'en sais pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est figuratif. C'est ça, c'est dans la figuration. Ça précède la figuration. C'est un certain usage. Moi disons, plutôt que de me concentrer sur une définition de l'image, disons, catégorisante, moi, je me concentrais, au moins comme piste de recherche, sur une pragmatique de l'image catégorisante. Parce que là, par exemple, moi, je vous ai montré exprès des artistes
qui étaient considérés comme des artistes de l'époque, mais qui ont été utilisés pour cette catégorisation. Alors, bien sûr, peut-être, il a fabriqué aussi des images qui décatégorisaient le monde, qui invitaient à une décatégorisation, mais quand même, lorsqu'ils étaient payés, par exemple, par les dermatologues pour créer des types de monstres dermatologiques, là, ils prêtaient quelque chose de très puissant à cette rhétorique de la catégorisation. Et, enfin, bon, donc, la question, c'est quand même de savoir si la catégorisation vient avant l'image ou si l'image exploite une catégorisation déjà faite, c'est-à-dire si, parce que, par exemple, la classification des maladies de la peau, elle peut changer dans l'histoire, elle n'est pas éternelle. Et il peut y avoir d'autres images qui vont suivre ces nouvelles catégorisations, en particulier les catégories qui sont faites par rapport à la thérapeutique aussi, par exemple. L'exemple de la dermatologie est assez difficile exactement parce que là, les difformités sont vécues en tant qu'image elles-mêmes. Mais en même temps, moi, je trouve que dans cette période-là, c'est plutôt un ajout ou une addition rhétorique, c'est-à-dire il y a une catégorisation qui est faite par une description verbale, qui est définitoire, qui se fonde peut-être sur une expérience visuelle de la maladie ou disons, des difformités dermatologiques. Mais lorsqu'on passe, disons, de cette représentation et catégorisation verbale à la démonstration visuelle, il y a quelque chose de différent qui se met en place. Denis, si tu veux te rapprocher de cet instrument-là, parce que là-bas, parce que déjà, Anne nous a gentiment dit que la position de Jean-François n'était pas idéale par rapport à ça, comme ça. Et puis, on pose et on commence avec. Oui, merci beaucoup. J'aurais deux questions, plutôt une question en deux volets. J'ai été frappé par le fait que tu emploies davantage le terme catalogage que le terme catalogue. C'est-à-dire que c'est l'opération elle-même plutôt que le résultat qui est focalisé. Et du coup, l'accent est mis sur les seuils distinctifs, sur ce qui opère et les critères qui peuvent opérer les distinctions et qui permettent d'élaborer taxinomie, typologie, etc., tout cet univers qui est derrière. Et ça prolonge un petit peu ce que Nathalie disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'accent est mis sur le paradigmatique et la question qu'on a envie de se poser, qu'en est-il du syntagmatique dans tout cela? Est-ce que la question, c'est au fond de chaque catégorie isolée, les éléments de vie propre, de déroulement, de transformabilité, etc., tendent à être isolés. Et en écoutant, je pensais à un genre littéraire du XVIe siècle, qui était le blasonnage, les blasons du corps féminin, et où on a le cou, les yeux, la tête, le nombril, etc., et qui à chaque fois se déploie en fait en un récit. Donc, c'est une question, hein, je fonde comment est-ce que tu intègres à ta réflexion le privilège accordé au paradigmatique sur le syntagmatique et est-ce que tu interroges les questions, les raisons de cette asymétrie d'une part. D'autant plus, et c'est ma deuxième question, que l'on saute d'un paradigme à l'autre lorsqu'on exploite la bivalence entre le figuratif et l'abstrait, entre le figuratif, le physiologique et le moral, et l'ensemble des valeurs. Eh bien, on met deux couches paradigmatiques, en fait, l'une au-dessus de l'autre. Et ce passage-là, c'est ma deuxième question, ce passage-là, il y a un mot qui me venait à l'esprit en t'écoutant, c'est le mot allégorie. La codification de ce passage dans la culture médiévale a été la codification allégorique qui permet d'établir au fond la signification définitive de ce qui est dans le divers figuratif. Et donc, est-ce que cette physionomie dont tu nous as parlé ne serait pas l'héritière, d'une certaine manière, de l'allégorisme, dont la propriété est d'assigner, au fond, à un sens
tout figuratif, toujours singulier, une signification générale, et qui a surtout l'avantage d'être définitive, d'être parfaite face à la perfection. Il y a une spectralisation. C'est ce dernier mot auquel je donne particulièrement d'importance, c'est-à-dire, et plutôt que la dialectique entre syntagmatique et paradigmatique, ce qui me frappe, c'est la dialectique entre aspectualité. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'utilise le mot catalogage plutôt que le catalogue. C'est pour renverser, disons, cet équilibre d'aspectualité qui, au contraire, dans l'histoire, le catalogue a eu par rapport au visage. C'est-à-dire, le visage est un mouvement, mais il est figé par le catalogue. Tandis que c'est le catalogue qui est un mouvement. C'est-à-dire, c'est comme si cette capacité du catalogue de figer le type, de figer la définition, de figer la catégorie, était un transformateur d'aspectualité. C'est-à-dire de l'aspectualité du visage, par exemple, mais aussi l'aspectualité de la peau est présentée avec une soustraction de tout ce qui était transformatif. Et donc, éliminer les transformatifs de l'objet représenté est indispensable pour présenter les catalogues comme instrument métaphysique, disons. Alors, le dénommer un catalogage plutôt qu'un catalogue, c'est en quelque sorte essayer de saper sa perfection métaphysique. C'est un catalogage qu'on fait, et parce que c'est un visage qu'on a. Donc, lorsqu'on parle de catalogue du visage, en fait, ce qu'on a, c'est un catalogue de faces, c'est un catalogue des fichiers. Alors, c'est sur ce renversement d'aspectualité et sur l'exigence aussi de, disons, renverser encore une fois l'aspectualité des catégorisations que j'insiste. C'est pour cela que... Et l'algorithme, oui, bien sûr, c'est... Parce que moi, je vois un personnage qui est, de quelque façon, le anti-personnage de toute cette histoire, c'est Montaigne. C'est-à-dire, c'est dans Montaigne qu'on trouve l'idée que, bien sûr, je pends l'esprit, mais je dis que je pends l'esprit, donc je ne pends pas l'esprit. Et là c'est toute la... Enfin, c'est une histoire qui ne suit pas Montaigne, cette histoire-là. C'est un Montaigne abandonné. Si. On fait 10 minutes de pause. Il faudra revenir ici à 45-48 parce qu'on devra quitter la salle simplement 5 aujourd'hui. Il faudra donner une heure de temps de parole à notre ami. Merci aussi à vous à distanciel, à 46, on sera là.